Salut! Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter une de mes illustrations sur ma boutique Etsy. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Je vous propose des illustrations originales autour du cinéma et du féminisme. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne gratuitement sur Utip en visionnant une publicité, ou bien sur Tipeee en me faisant des dons mensuels ou en regardant aussi une publicité afin de me permettre à continuer de produire du contenu gratuit. Enfin, n'oubliez pas de me suivre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné, pour suivre mes pitchs et être au courant de toutes mes sorties cinéma. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde! Comme promis, je vous retrouve pour la deuxième partie des pépites de 2019. Ce que j'entends par pépites, ce sont de petits films qui n'ont pas forcément été énormément distribués ou qui n'ont pas forcément eu la reconnaissance critique et publique nécessaire. Ce sont des films souvent indépendants ou un petit peu oubliés, mais qui valent quand même vraiment le coup d'œil. Comme pour la première vidéo que vous pourrez retrouver ici dans les petits i et dans la barre d'infos, je vais vous donner à chaque fois 5 bonnes raisons de regarder ces films et pourquoi ça en fait, à mon avis, des pépites dignes d'intérêt et dignes d'une reconnaissance un peu plus grande que ce qu'ils ont eu. Dans la première vidéo, je ne m'étais intéressée qu'aux films de genre. Ici, il va y avoir un petit peu de tout. Il va y avoir du documentaire, de la comédie et des drames, principalement. Allez, trêve de blabla, on commence tout de suite avec des documentaires. Début 2000, des balles de 9 mm et des lettres de menaces sont envoyées au président de la République, Nicolas Sarkozy. Pierrot, Tintin, le Suisse et leur compère, dont le QG est un bureau de tabac nommé La Cigale à Saint-Pons-de-Thomières, vont être accusés d'être le corbeau, mais pourquoi eux? Ah, vous vouliez du film indépendant? Là, vous allez être servi. En vous penchant sur La Cigale, etc., pour vous faire court, je vais l'appeler La Cigale dans la suite de cette vidéo, vous ne faites pas que regarder un documentaire. Vous offrez aussi votre soutien à des petites boîtes de production indépendantes, qui proposent un regard différent, original et caustique sur l'actualité. J'ai un peu l'air de réciter une pub quand je le dis comme ça, mais je vous assure que j'y crois sincèrement. Je pense vraiment que la manière qu'on a de consommer notre cinéma peut avoir un très grand impact. Et si on peut mettre plutôt un petit peu d'argent dans les poches d'une petite boîte de production indépendante plutôt que d'aller voir le dernier Disney, moi je vous avoue que je trouve qu'on a tout gagné. Ce documentaire, c'est un vrai film anti-système. Il ne fait vraiment pas dans la demi-mesure pour dénoncer les abus de pouvoir, pour se positionner du côté des personnes oppressées. Et ça fait du bien en fait de voir un film comme ça qui en plus utilise une tonalité aussi caustique, aussi mordante, qui n'a pas peur d'aller loin. Pour le coup, c'est vraiment un film qui sort de tous les sentiers battus dont on a l'habitude. Pour les personnes qui auraient quand même trop peur de se retrouver uniquement face à un manifeste politique, ne vous inquiétez pas. Parce que la très grande qualité de ce documentaire, c'est qu'en plus de son message politique, de sa manière d'être fait, du fait que c'est vraiment un film très indépendant, c'est aussi qu'il est terriblement drôle. Si vous avez aimé Merci Patron, ce documentaire pourra vous plaire parce qu'on est exactement dans le type d'humour utilisé par Merci Patron, d'un côté très décalé, avec des textes qui sont très bien écrits, souvent la présence d'un narrateur extérieur, et une caméra au service d'un humour grinçant qui sert vraiment de dénonciation. Quand on dit que l'humour est politique, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai que dans ce film. Comme tout bon documentaire qui se doit, La Cigale a aussi une galerie de personnages totalement loufoques. Je vous assure que si on n'était pas dans un documentaire, on pourrait se poser la question de s'ils sont pas écrits tellement parfois ils paraissent plus fictionnels que la réalité. On a au choix un Suisse qui a encore plus l'accent du Midi que les personnes locales de Saint-Pons-de-Thomières, un ancien légionnaire communiste qui se sert de son bar tabac presse pour distribuer des tracts à la gloire du parti, un boucher qui accueille les flics chez lui avec une carabine, des commérages, des règlements de compte, un maire qui est avide de pots de vin, etc., etc. Tout ça nous forme une galerie de personnages totalement inoubliables. La dernière force enfin de ce documentaire, c'est qu'avec des personnages aussi, on va dire, marginaux, hors normes, en tout cas originaux pour le moins, on pourrait être totalement dans un ton moqueur, prétentieux, les prendre de haut. Ce n'est absolument pas le cas, le documentaire adopte un regard qui est très juste, très humain, très en empathie et surtout avec une grande bienveillance. Ça fait qu'on a énormément de plaisir à suivre les combats ordinaires de toute cette petite troupe et c'est aussi ce qui donne sa grande force politique à ce documentaire, l'envie et le besoin de soutenir ce groupe. Le film est produit et distribué par les Mutants de Pangée. Vous pouvez dès aujourd'hui le voir en VOD, en DVD, mais aussi, comme moi, vous pouvez pour 5 € l'acheter grâce au programme de films sur demande auquel participent certains cinémas. Pour avoir la liste des cinémas participants ainsi que les films disponibles avec ce système, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, car pour 5 €, vous pouvez tout à fait légalement et en accord avec les boîtes de distribution, acheter certains films et les emporter sur une clé USB en haute qualité. 1977. 2 ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, l'Espagne vote la loi d'amnistie générale,
qui libère les prisonniers politiques, mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les exactions commises sous la dictature, et jusque dans les années 80, disparitions, les exécutions sommaires, les vols de bébés, de la torture, sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10 000 km des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce pacte de l'oubli et faire condamner les coupables. Ce documentaire met en scène des événements historiques majeurs que l'on connaît très peu en France. Mais étrangement, il a aussi eu beaucoup de répercussions en Espagne parce qu'avec cette stratégie de l'oubli, beaucoup de crimes et beaucoup de cette histoire semblent avoir été totalement occultés dans le pays même où c'est arrivé. C'est bien pratique quand on sait qu'encore aujourd'hui au gouvernement, il y a des criminels de guerre franquistes qui continuent tranquillement à vivre leur vie sans jamais être inquiétés de toutes les horreurs qu'ils ont commises. C'est donc un film qui est important parce qu'il met en lumière des faits qui sont encore très actuels. Les procès à l'heure où je vous parle sont encore en cours et les criminels franquistes encore impunis. On n'est pas dans une histoire qui est extrêmement lointaine. Je dois vous rappeler que la fin de la dictature espagnole, c'est 75 avec la mort de Franco. C'est encore une blessure qui est extrêmement récente. Les événements, il y a encore une chape de plomb énorme dessus et ce genre de documentaire nous aide à y voir un peu plus clair et à nous rapprocher de la vérité. Le silence des autres, c'est un des films les plus beaux que j'ai pu voir, au sens poétique du terme. Ce documentaire est terriblement émouvant et je vous mets au défi de ne pas lâcher une larme. Parce qu'on y dresse le portrait de personnes qui ont tout perdu pendant la dictature et qui se battent corps, âme et tripes pour trouver une justice. C'est un film qui est très dur, mais aussi qui est très fort. Et à travers cette quête pour la justice, on parle aussi d'énormément d'autres thèmes, comme la capacité de résilience humaine, le droit ou pas au pardon et à l'oubli, l'amour, le sens du devoir, le devoir de mémoire, ce qu'est ou non rendre la justice. Mais on parle aussi de ces liens familiaux qui, pour certains, n'ont jamais existé. Par exemple, on assiste à des scènes déchirantes de personnes qui vont déterrer dans des fosses communes des membres de leur famille qu'ils n'ont jamais connus à cause de la dictature. Le silence des autres, ce n'est pas un documentaire qui se base uniquement sur son récit et qui n'a qu'un sujet poignant. C'est aussi un documentaire avec une réalisation extrêmement soignée. Les couleurs qui oscillent avant tout dans des tons chauds, ocre, rouge, ainsi que les travaux sur la lumière rendent les images particulièrement marquantes. Le documentaire joue aussi beaucoup sur les symboliques visuelles. Par exemple, le jeu avec les statues pour le mémorial des résistants espagnols. On a beaucoup de symboliques avec les couchers et levées de soleil. On a énormément de symboles religieux aussi qui sont très importants, d'iconisation. Énormément de présence de fleurs, de tombes, de crânes, de l'ordre de choses qui rappellent un petit peu des natures mortes et des vanités telles qu'on pouvait les voir en peinture. De toute façon, le film est extrêmement inspiré par des références picturales. Tout cet ensemble de travail du détail visuel donne au récit une force encore plus évocatrice. Le film est aussi passionnant parce qu'il est construit sur le rythme d'une enquête, ce qui rend la quête des personnages vraiment très passionnante et trépidante à suivre. On est vraiment au cœur du procès, au cœur des preuves à récolter, et on est vraiment dans cette urgence que ressentent les personnages. Nous ne sommes pas juste dans un film qui se contente de dresser des portraits de victimes de la guerre. La construction fait même parfois penser carrément à un film policier ou un thriller. Et on a vraiment la sensation d'être avec eux pour chercher des indices et pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux au milieu de cette chape de plomb et aussi de toutes les contraintes administratives que met le gouvernement dans le roue parce que bien évidemment ça ne les arrange absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui aille fouiller du côté des crimes de guerre étant donné le nombre de personnes qu'il y a encore au pouvoir qui sont des criminels de guerre. Un film pareil, ça se doit d'être porté par des personnes qui sont fortes, qui sont marquantes et dont le récit est vraiment un récit témoin de toutes ces horreurs. Là aussi, le film réussit extrêmement bien ça. J'espère aussi qu'à travers ce film, il y a des personnes qui, comme moi, auront l'impression qu'une partie de leur histoire a été reconstituée. Je suis en effet une petite fille descendante de rouge espagnol, et ce film m'a vraiment aidé à mieux comprendre ma famille, son histoire, mon histoire, leur passé, mon passé. J'ai eu l'impression que ça venait reconstituer une petite partie manquante d'un puzzle, car en France c'est une histoire dont on entend beaucoup trop peu parler. Le film est distribué par Sophie Dulac Distribution et est déjà disponible en DVD, en Blu-ray et aussi en VOD. Je vous conseille vraiment grandement de vous pencher dessus. Nous allons passer ensuite à la catégorie des drames. Le visage à moitié brûlé et une petite fille de 2 ans. C'est tout ce qu'il reste de la relation de Jade à son ex, qui l'a défiguré à l'acide. À la violence de cette histoire succède désormais celle du regard des autres. Pour ne pas couler, Jade n'a pas d'autre choix que de s'accepter
réapprendre à sourire et à aimer. La réalisatrice a eu l'intelligence de faire porter le film par une personne concernée par les brûlures au visage. C'est un geste que je trouve important, déjà parce que politiquement ça met sur le devant de la scène une personne qui est concernée par les brûlures. Ça donne comme ça une représentation qui est réaliste des personnes qui ont été défigurées à cause de brûlures ou à cause de l'acide. On n'est pas, vous savez, face à ce genre de film qui essaye de faire croire qu'un personnage est défiguré, alors qu'en fait c'est un acteur ou une actrice super bonne en dessous et qui a juste des tonnes de latex pour essayer de simuler des cicatrices. Oui, je parle expressément de toi, l'homme qui rit, ainsi que Ready Player One. Je vous juge tellement. Mais au-delà de cette qualité de représentation, ça donne aussi une des plus grandes forces du film, qui est sa justesse. On sent qu'à aucun moment l'actrice ne force, ne surjoue. On est face à une interprétation qui est authentique, qui est juste, qui est sincère. Et le film jouit d'une qualité presque documentaire en termes de réalisme de la sensation de ce qu'éprouve cette personne. C'est un film qui est nécessaire, voire même d'utilité publique au vu de son sujet. Les brûlures à l'acide, c'est un châtiment qui est très commun, qu'infligent énormément d'ex à leur ex-conjointe. Pour se venger de les avoir quittés, ou bien tout simplement pour avoir eu l'audace d'avoir une vie en dehors d'eux. Si jamais le sujet des féminicides, mais aussi particulièrement des femmes brûlées à l'acide par leur conjoint vous intéresse, je vous mets des ressources dans la barre d'infos. Faites attention parce que en général ce sont quand même des témoignages et des choses qui sont assez dures à lire. Ce film fait vraiment un effet de douche froide quand on voit le réalisme avec lequel le sujet est traité. Ça en fait donc un film qui est très utile et aussi très profondément féministe. Mais ce n'est pas qu'un film féministe, c'est aussi un film qui dresse un très beau portrait de la pauvreté, et en particulier la pauvreté en Angleterre. On sait que là-bas, le système social se casse complètement la gueule depuis des années. Il y a une ingérence totale du gouvernement pour ces questions-là, et les laissés-pour-compte sont de plus en plus laissés-pour-compte. En montrant la galère de ces personnages qui évoluent dans un environnement extrêmement prolétaire, le film se place aussi comme un portrait en creux, comme une manière d'incarner la totalité de ces laissés-pour-compte et de cette marginalité. On est vraiment ici dans l'illustration de familles pauvres qui sont tellement empêtrées dans leur misère qu'elles incarnent à fond le leitmotiv du no futur. Dirty God est aussi porté par de jolis moments de grâce lyrique et cinématographique. La plupart du film est construit sur une tonalité réaliste, avec une caméra qui est très proche de son sujet, beaucoup de gros plans, des choses qui sont assez dures, assez frontales. Mais par moments, il y a certaines scènes qui sont totalement surréalistes, qui viennent décaler le ton de l'ensemble, permettent aussi à nous, en tant que spectateurs, de respirer et permettent à la réalisatrice d'explorer d'autres tonalités, des choses qui sont un peu plus cinématographiques. On frôle même le cinéma de genre à certains moments avec l'apparition d'un homme oiseau qui vient hanter les rêves de Jade. La caméra, à certains moments, se fait aussi plus libre, on se détache du sujet central qui est Jade pour aller explorer d'autres choses, d'autres pistes. On a aussi la musique qui ne se fait plus que intradiégétique mais devient extradiégétique, et dans un montage qui est presque clipesque. On a une ambiance très pop à certains moments qui est assez bienvenue et vient rafraîchir les différentes tonalités du film. Avec un sujet qui est aussi sombre, aussi dur, une manière de filmer qui est aussi réaliste, aussi frontale, avec en plus de ça un environnement prolétaire et misérable qui n'aide pas l'héroïne à s'épanouir, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un film qui soit profondément pessimiste, déprimant et noir. Eh bien non, et c'est là je trouve la plus grande qualité de Dirty God, c'est que malgré tout ça, c'est un film qui est extrêmement positif, car on suit le combat de la reconstruction pour l'héroïne et s'adresse un magnifique film sur la capacité de résilience. Le film se termine positivement, le personnage arrive à se reconstruire, arrive à ses buts, arrive à ses fins. Je pense que c'est un joli message à envoyer à toutes les personnes qui traversent ce genre de difficultés. Oui, on peut s'en sortir. Produit par Independent, A Private View, Emu Film, Viking Film et distribué par les Bookmakers et The Jokers, le film est dispo depuis le 21 janvier 2020 en VOD, en Blu-ray et en DVD en France. Dans les années 70 en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leur vie, leur culture et leurs traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue. Les Oiseaux de passage, c'est un film qui met en avant la culture Wayuu. Le peuple Wayuu est un peuple indien qui vit à la frontière entre le Venezuela et la Colombie, et il faut savoir que c'est le seul peuple indien à ne pas avoir été colonisé par les Espagnols. Il garde donc une indépendance culturelle très forte. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, mais il faut savoir que, attention, ça va être l'instant la momie, l'actrice qui joue Hong Sun-amun dans La Momie et le Retour de la Momie est une princesse Wayuu. Je vous invite très fortement à la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle milite énormément pour la reconnaissance de sa culture et c'est vraiment quelque chose qui est très passionnant à suivre. Ce film est donc très important parce qu'il parle de cette culture qui est très peu reconnue en France mais aussi en Europe, et pour couronner le tout, il est en grande partie tourné en parlé en langue Wayuu.
C'est un film qui est très intriguant dans son rapport entre l'ésotérisme, le mystique et le réaliste. On a vraiment tout un jeu de contraste entre d'un côté les rituels, les traditions voyous, leurs légendes, leurs pensées, leur manière de vivre, et à côté de ça des problématiques qui paraissent très contemporaines, qui sont filmées de manière au contraire très réaliste, très froide, très crue, très dure. On a vraiment d'un côté l'aspect mystique et d'un autre côté l'aspect réaliste. Le personnage principal incarne à lui seul cette dualité. Il devient le portrait de toute une nouvelle génération de voyous qui sont épris de la folie des grandeurs de leur pays qui est en plein boom économique et en particulier grâce au trafic de drogue. Il va donc être avide de pouvoir, d'argent, il va acheter des terres, il va commencer à vivre dans une manière qui ne correspond plus à son peuple. Mais en même temps, il reste très attaché à ses terres, à ses traditions, à ses rituels et il porte une très grande importance au mysticisme. Le film est assez classique dans sa narration, mais Les Oiseaux de passage, malgré ce classicisme, n'en reste pas moins un très bel exemple de Rise and Fall. Comme tout bon récit qui fait très scorsésien dans l'inspiration, les trafiquants de drogue connaissent d'abord une gloire et quelque chose de très florissant, ils vivent dans le luxe, ils en profitent pendant des années, avant d'être rattrapés évidemment par des trahisons, des coups bas et une espèce de fatalité divine qui vient mettre fin à cette période de rêve. Cet aspect très fataliste, presque coup du destin inéluctable, est souligné au début et à la fin du film par la présence d'un narrateur qui est intradiégétique, qui, à travers des chants et des légendes voyous, vient prévenir le personnage principal de son destin si jamais il prend les mauvaises décisions, un petit peu à la manière d'une pitié. Les Oiseaux de passage, il est facilement dans le top 5 des plus beaux films de 2019 en termes d'image. Les plans sur le désert qui sont extrêmement contemplatifs, lents, sublimes. Les tenues colorées et les grands voiles qui habillent les personnages féminins, qui leur donnent des airs de fantômes, d'apparitions quasiment mystiques, donnent à ce film un grand cachet visuel. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité à mettre Les Oiseaux de passage dans ma vidéo précédente, tant il y a des emprunts qui sont faits au cinéma de genre. Il y a des scènes qui sont mystiques à la limite du fantastique, il y a des passages qui sont très crus et sanguinolents, le récit est complètement basé sur le déroulement d'un thriller, les personnages très archétypaux font penser à ceux d'un film noir, il y a des passages qui sont pas sans rappeler des thématiques western, bref, il y a énormément de codes visuels et métaphoriques qui sont utilisés et empruntés au cinéma de genre au sens large. Pour autant, ces emprunts ne constituent pas l'essence des Oiseaux de passage, mais je pense que ces emprunts-là, ces petites touches parcimonieuses par-ci par-là, font aussi une des grandes forces du film, qui a su se réapproprier des codes qui n'appartiennent pas à son genre pour décaler la tonalité du film et offrir quelque chose d'assez original. Produit par Blonde Indian Films, Board Cadre Films, Ciudad Luna Producciones, Pimienta Film, Film Boutique, Snow Globe Film et distribué par Diafana Distribution, le film est déjà à l'heure actuelle disponible en DVD, Blu-ray et VOD. Il est d'ailleurs, pour les personnes qui ont ce service, encore sur Canal+ à la demande à l'heure actuelle. Mejía vit dans le quartier populaire de l'Idice, sur les hauteurs de Caracas. Son fils Raoul a été assassiné, sans doute par un sicaire. Malgré le danger qui se précise, Mejía continue de vivre contre la vie de ses filles, dans la maison familiale où le souvenir de Raoul est encore bien présent. Yasmine Senlidices possède une photographie diaphane, fanée, teintée, désuète, qui semble tout droit sortie d'un autre temps et qui donne au film un cachet visuel sublime. Cette impression de décalage temporel est renforcée par la mise en scène. Tout dans le film est travaillé pour rendre l'atmosphère cotonneuse, lente, contemplative, quelque chose d'assez évanescent. Les scènes sont assez longues, il y a très peu de dialogue, il y a beaucoup de plans sur des objets, sur des paysages, le film est dans un temps temporel assez ramassé, assez court. C'est une atmosphère qui est vraiment poétique. Ce film est un petit bijou d'émotion pure. C'est aussi un beau récit de femmes qui apprennent la sororité, malgré leurs différences, en particulier financières. La famille est déchirée par un drame, la violence règne à l'extérieur. Ces femmes ne s'entendent pas vraiment entre elles, il y a des tensions dans la famille entre Mejía et ses filles, et elles apprennent pourtant à faire face au deuil en faisant front commun, et en mettant en œuvre une empathie et une force de solidarité à toute épreuve. J'ai aussi beaucoup aimé la justesse du regard porté sur la pauvreté au Venezuela. Le réalisateur, qui est lui-même vénézuélien, est concerné par la question. Il porte un regard qui est dur et austère sur la situation économique, sociale et surtout sur la violence de son pays. Mais pour autant, il a un regard qui est très bienveillant et surtout sans aucun jugement. Le regard du film ramène de l'humanité dans un sujet qui est pourtant très difficile. On suit à travers ce film un très beau parcours de deuil. En particulier celui de Mejía qui tente d'accepter l'inacceptable, le décès et l'assassinat de son fils. Le deuil ici est vraiment présenté comme un parcours avec les 5 fameuses étapes qui le constituent.
et la fin est beaucoup plus optimiste que ce que l'on pourrait croire. Yasmines Enlilise, c'est aussi un film qui se savoure dans sa parcimonie. C'est un film du détail, du soin, de l'exploration minutieuse et délicate des plus infimes brisures de la vie. Dans une ambiance pareille, chaque mot prononcé par les personnages, chaque phrase est lourde de sens. Les rares dialogues qui constituent le film sont incroyablement bien écrits, extrêmement poétiques, extrêmement justes, mais les jeux sur le silence, qui sont tout autant vecteurs de signification, sont plus impressionnants encore. Il est très difficile de trouver des informations sur ce film que j'avais personnellement vu au Festival Ciné Latino de l'année dernière. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de date de distribution officielle, ni en salle, ni en DVD, et impossible de trouver un lien VOD. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si jamais un jour j'arrive à trouver plus d'informations sur ce film. Je suis extrêmement triste qu'à l'heure actuelle on n'ait pas de moyen de le visionner car je trouve que c'est vraiment un très beau bijou. Au Guatemala, Pablo, 40 ans, est un homme comme il faut. Religieux pratiquant, marié, père de 2 enfants merveilleux. Mais un jour, il tombe amoureux de Francisco. Sa famille et son église décident de l'aider à se soigner. Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché. Tremblement est un film qui possède une atmosphère visuelle soignée et magnifique. Il emprunte énormément au vocabulaire iconographique religieux, avec des jeux sur la lumière qui vont sacraliser les personnages, énormément de plans qui vont jouer sur la symétrie ou sur la rigueur visuelle, une assez grande austérité visuelle qui va rappeler toute l'ambiance autour des moines ou des prêtres, ainsi qu'une très grande iconisation des personnages dans leur représentation. L'acteur qui incarne Pablo est excellent. Il est tout en retenue, en émotion contenue. Il est dans un jeu qui est presque austère, presque froid, mais qui pourtant n'est jamais de l'ordre du détachement. Il est extrêmement subtil. Il incarne son personnage avec rigueur, mais avec force. Et Dieu sait que ce personnage est très intéressant à travailler, puisque c'est un personnage qui est en tension constante entre sa famille, ses obligations, ses devoirs, sa croyance, son orientation sexuelle. C'est un personnage dont le parcours est lourd de sens, et que l'acteur, grâce à son jeu magnifique, arrive à sublimer. C'est un sujet politique qui est encore très actuel et fort, en particulier dans un pays qui est encore très homophobe. C'est un film qui est militant, qui est politique, mais qui ne prend pas la forme d'un manifeste. On va plutôt ici se situer sous le prisme de l'humain, de l'empathie, de l'histoire personnelle pour essayer de nous faire comprendre à travers ce prisme un sujet plus grand. Le sujet du film ici est humanisé et surtout personnifié. Il est loin de tout débat politique stérile sur la question. Tremblement, c'est aussi un magnifique récit de la solitude implacable d'un individu seul face au déterminisme de la société. Ce film s'affirme comme une ode au choix, au libre arbitre et aux choix de vie qui sont en dehors des dogmes sociétaux. Avec un sujet pareil, il est difficile de ne pas diviser le monde en catégories binaires, avec d'un côté les méchants homophobes, catholiques, intégristes, et de l'autre côté les gentils qui seraient la communauté des LGBTQI+. Pourtant, et c'est la dernière grande force de ce film, Tremblement n'est jamais manichéen. La famille de Pablo, qui veut le soigner de son homosexualité, elle n'est pas affreuse, elle n'est pas pétrie de mauvaises intentions, elle n'est pas sans cœur et sadique, mais elle est empêtrée dans des croyances, dans des pensées qui veulent au contraire être positives, puisqu'elles veulent sauver leur fils, leurs proches, leurs cousins, leurs frères, leurs oncles. Les croyants qu'il accueille dans son centre ne sont pas des personnes qui sont foncièrement méchantes ou mauvaises. Ce sont des personnes qui se soucient réellement de la vie après la mort et de l'avenir de l'âme de ces personnes homosexuelles. Et dans le film, les personnes homosexuelles sont loin d'être des anges aussi, puisque Pablo se retrouve bien souvent seul, même lorsqu'il a besoin d'aide de ses pairs. À l'instar de l'affiche, qui montre Pablo avec des mains en face des yeux, qui sont à mon sens le symbole de l'homosexualité qu'il essayait de cacher au monde, sur lequel il essayait de s'aveugler lui-même. Le film entier est une critique contre l'aveuglement général, contre les idées préconçues, contre les idées toutes faites, qui nous enjoint à prendre du recul sur chacune des situations, afin que des horreurs comme ces fameux camps de réorientation sexuelle n'existent plus. Car ici, ce film nous montre bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et que ce ne sont pas des personnes méchantes qui font souffrir Pablo, mais au final, le résultat est le même. Bonnes ou mauvaises intentions, sa vie est détruite. Produit par Tu vas voir, La Casa de Producción, Memento Film Production, Iris Production, Arte France Cinéma et distribué par Film Factory et Memento Film Distribution, le film est pour l'instant disponible en VOD. Je n'ai pas encore vu de date de sortie de DVD ou de Blu-ray annoncée. Enfin, on passe à 2 comédies qui valent à mon avis le coup d'œil, sorties en 2019. Thomas et Francis braquent Wilfried,
propriétaire d'un ensemble de car-wash. Contre toute attente, celui-ci se montre ravi de cette compagnie qui vient égayer sa vie solitaire. Il les autorise même à piquer dans la caisse et compte avec eux joyeusement les fruits de leurs recettes. Bientôt, Hélène et Lucie, deux copines du Sud, les rejoignent pour profiter de l'été à Poitiers. Braquer Poitiers, c'est d'abord un film qui est très drôle, qui est peuplé de personnages complètement absurdes, des losers magnifiques qu'on a plaisir à voir être de petites frappes ratées, qui ont au final un cœur beaucoup plus gros que leur ambition. On se situe toujours dans un registre de la farce, avec des personnages qui passent leur temps à se faire des blagues ou des petits coups bas, avec des blagues souvent très potaches. Le choix des comédiens, qui sont pour la plupart non professionnels, donne aussi une très grande force au film, qui est sa sincérité. On a l'impression, en regardant Braquer Poitiers, de regarder un film de potes qui s'éclatent devant la caméra, qui se font des blagues qui sont complètement absurdes, loufoques, mais surtout, avant tout, très naturelles. Et c'est ce naturel qui rend le comique d'autant plus sincère et surtout jouissif. Quand on regarde Braquer Poitiers, on a parfois l'impression de faire un plongeon dans le passé. On a l'impression, vous savez, d'avoir ouvert un espèce de carton magique planqué dans un grenier, dans lequel on aurait retrouvé des vieux polaroïdes, des vieux films de famille. Cette impression très nostalgique, très photographie diaphane, très film de famille, très film de vacances, est renforcée par le fait que le film est tourné en pellicule et en particulier au format 4/3. Braquer Poitiers, c'est un film qui sent un peu une atmosphère camphrée et diaphane, sans pour autant être passéiste ou ringard. À mon avis, la plus grande force de Braquer Poitiers et qui en fait un espèce de petit bijou insolite que j'incite vraiment tout le monde à voir, c'est son concept de base, sa création même. En effet, la genèse du projet et même l'existence même du projet a de quoi faire sourire. Je vous explique. Alors que Claude Schmitz, le réalisateur, est en train de tourner un film dans la région de Poitiers, Wilfried Hameuil, qui est directeur d'une station de car-wash, lui propose de venir tourner un film sur sa propriété qui est non loin. Le réalisateur accepte en blaguant, mais à une seule condition, en disant que Wilfried devra lui-même être un personnage dans son film. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet. Braquer Poitiers, c'est un film où il n'y a pas de scénario, pas de script. Tous les acteurs, qui sont non professionnels pour la plupart, sont constamment en train d'improviser devant la caméra. La seule chose qui était définie dès le départ était la présence de Wilfried Hameuil, le fait de tourner sur sa propriété, et le pitch de départ qui est cette bande de braqueurs bras cassés qui viennent braquer Wilfried Hameuil dans son car-wash. Ce qui pourrait être une magnifique plantade artistique complètement foireuse et très cringe donne en fait sa plus grande force au film, son naturel, et c'est quand même dingue de se dire qu'en partant d'une si petite chose, le film arrive à être aussi bon. Le personnage de Wilfried vaut le détour à lui tout seul. On a donc une personne réelle, Wilfried Hameuil, qui s'incarne lui-même face à la caméra, puisque son personnage est aussi Wilfried Hameuil dans la diégèse du film. Et ce personnage, qui est aussi quand même Wilfried Hameuil dans son côté naturel aussi, est absolument fascinant. C'est le genre de personne insolite qu'on ne croise qu'une seule fois dans sa vie. Il est à la fois poète, philosophe, directeur d'un car-wash, il aime surtout et avant tout s'occuper de ses plantes, de ses fleurs et de ses roses, et il semble parfois venir d'un autre temps, tant il semble en décalage avec son époque. Mais à aucun moment la personne qu'il est n'est moquée, au contraire il y a une sorte de grand respect et de fascination pour ce personnage qui est totalement loufoque, hors norme, hors des sentiers battus, et qui constitue aussi un des points d'attraction du film. Si Braquer Poitiers commence comme une farce, la seconde partie du film est beaucoup plus sérieuse. Elle se situe quelques mois après la fin du tournage, et cette fois-ci on est plus dans un côté documentaire, on n'est plus dans une diégèse, on n'est plus dans une fiction. Les acteurs parlent eux-mêmes de l'expérience qu'ils ont eue à tourner ce film, et Wilfried Hameuil parle de l'expérience qu'il a eue à avoir toute cette équipe de tournage sur sa propriété. Et cette partie-là, en particulier lorsque Wilfried Hameuil évoque le vide laissé par l'équipe de tournage, la solitude qu'il a ressentie après le tournage, est particulièrement mélancolique et émouvante. Et je dois bien vous l'avouer, le film se termine sur une scène de Wilfried en train de lire un poème, et cette scène m'a émue aux larmes. Chose qui, vu le début du film, je ne m'attendais pas à ce que ça se termine sur une note comme ça en fait. Ce qui prouve bien que Braquer Poitiers est un film complètement étonnant, toujours là où on ne l'attend pas. Produit par les films de l'autre Cougar et le Frénois Studio National des Arts Contemporains, et distribué par les Bookmakers et Capricci Films, le film sortira le 4 février en DVD et en VOD. Perdue au corps de Los Angeles, Sophia, une artiste américano-coréenne, recherche le moyen d'exprimer tout son potentiel. Elle va faire des performances dans des supermarchés habillés en lapin, déambule dans la rue avec un mégaphone, essaie de scander ses poèmes, mais a du mal à trouver sa place jusqu'à sa rencontre avec une jeune femme. White Rabbit, c'est un vrai film feel-good. Le ton y est joyeux, désinvolte, déluré. C'est vraiment à l'image de Sophia, sautillante dans son costume de lapin blanc, qu'elle enfile pour faire des performances dans les supermarchés.
Ce personnage très fort a d'ailleurs été coécrit par l'actrice elle-même, Viviane Bang, car elle est elle-même artiste et performeuse dans la vraie vie. Elle s'est beaucoup inspirée de sa propre vie pour écrire le personnage de Sophia. White Rabbit avait été diffusé à Toulouse dans le cadre du festival des images homo. C'est un festival à thématique LGBTQI+, et voilà un autre point fort, c'est un film avec de la représentation LGBT et en particulier de la représentation lesbienne. Oui! On y voit une relation se nouer entre deux jeunes femmes, ainsi que quelques touches d'homophobie ordinaire qui viennent donner aussi une portée politique et très évocatrice à ce film. Ce film possède de très jolies réflexions sur l'errance, sur la quête identitaire, sur la place de l'artiste dans la société. En filigrane de la quête personnelle et identitaire de Sophia, il y a aussi la question de l'identité des personnes expatriées, qui sont perdues entre deux cultures, jamais vraiment de leur culture de naissance, jamais vraiment de leur culture d'accueil, et qui ont du mal à trouver leur place. Le film a de très jolies couleurs et une très belle photographie. À l'image de Sophia, la mise en scène est dynamique, enjouée. La mise en scène et la photographie suivent cette dynamique. On est sur un film qui est très coloré, très pastel, très pop, assez flashy par moments. Ça retranscrit parfaitement bien son atmosphère feel good. C'est un film vraiment très attachant et très mignon. Sophia est hyper intéressante à suivre et complètement loufoque. L'ambiance de ce film est si charmante, si feel good, si réconfortante, que ça donne vraiment envie de continuer à la suivre. D'ailleurs, j'avais un seul regret si je devais l'évoquer, je trouve ce film un petit peu court. J'aurais aimé continuer à suivre Sophia dans ses aventures, ses péripéties au détour de la ville. Je vous préviens d'avance, White Rabbit est un film si attachant que je pense que ça va devenir le nouveau film doudou de certains d'entre vous. Je n'ai pas vraiment réussi à avoir d'informations sur la distribution et la production de ce film. Il n'y a à l'heure actuelle pas de date de sortie annoncée en salle, mais bonne nouvelle, le film est disponible sur Amazon Prime, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et il y a des sous-titres anglais, je vous assure que le film n'est vraiment pas compliqué à comprendre. Et voilà, je clôture définitivement les pépites de 2019 dont j'avais envie de vous parler. C'est un format que je referai au cours de l'année en vous parlant de films qui, à mon avis, n'ont pas été assez vus, assez entendus, assez bien distribués. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout vous avoir fait découvrir des choses, vous avoir donné la curiosité de vous pencher vers ces petites productions qui sont souvent imparfaites mais qui contiennent toutes des choses assez intéressantes et qui méritent une plus grande reconnaissance. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo parce qu'elle m'a demandé pas mal de travail d'écriture et de recherche, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas parce que actuellement je ne suis absolument pas visible sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Tipeee et sur YouTube, vous pouvez aussi le faire gratuitement en regardant une pub. Enfin, n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo art et à samedi pour une nouvelle vidéo cinéma. Je vous parlerai cette fois-ci de tous les films que j'ai vus durant le mois de janvier 2020. A plus!